Lors de la recherche sur l'étrange et l'inexpliqué, le sujet des géants est loin d'être rare. Dans le domaine des cryptides et des monstres inexpliqués, cela ne devrait vraiment pas surprendre. Que ce soit en raison de notre foi dans les anciens textes hébraïques ou simplement de la vaste étendue de croyances culturelles à travers le monde, comparée à de nombreuses histoires bizarres qui existent, les géants sont loin d'être les créatures les plus improbables à avoir parcouru la Terre. Selon certains rapports, ils le font encore. Les géants, de toute évidence, ne sont pas très différents des humains, simplement des humains très grands. De cette manière, on pourrait supposer que les géants sont également des peuples tribaux territoriaux. L'étendue de l'histoire humaine, même jusqu'à aujourd'hui, est marquée par notre désir de posséder les terres sur lesquelles nous vivons et de prendre les terres sur lesquelles vivent d'autres peuples afin d'étendre nos frontières et notre influence culturelle. En dehors de notre haine inexplicable les uns envers les autres, notre nature territoriale semble être l'une des principales causes de guerre. Ainsi, il ne faut encore une fois pas s'étonner que si les géants ont réellement existé, ils auraient rencontré les humains. Et lorsqu'ils le firent, ce ne fut pas toujours une rencontre amicale. Heureusement pour nous, les géants sont certainement difficiles à trouver de nos jours. Il semble que beaucoup de nos ancêtres aient réussi à remporter ces combats. Et selon leurs légendes nombreuses et étrangement similaires, cela inclut de nombreuses tribus natives d'Amérique du Nord, centrale et du Sud. Voici les nombreuses histoires remarquables des Amérindiens, faisant couler le sang des géants. La brume qui se tient devant vous offre le choix d'y pénétrer ou de vous en écarter. Au-delà se trouvent des histoires qui défient l'explication et vont à l'encontre de ce que nous savons être réel. C'est un vide à la fois de réalité et d'impossibilité, à la fois de fait et de superstition. Vous êtes seul à devoir discerner ce qu'il faut croire en traversant ce que nous appelons un brouillard de guerre. Et qu'est-ce qui prend autant de temps là-dessous? Vous avez à peine avancé d'un demi-pied depuis la dernière fois que je vous ai vu. Ah, Lantocavo, nous avons rencontré de la terre dure sur notre chemin. Nous passerons au travers, mais cela prendra du temps. Roche-Mère, non, Cabo, du gravier compacté à ce qu'il semble. Bon sang, combien de temps cela prendra-t-il pour percer? Nous sommes déjà en retard sur le calendrier. Et regarde-moi ça. Bien, je m'y remets. À moins que tu ne veuilles manier la pioche pendant que... Oh, Manuel, il y a quelque chose, ici, un grande. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Nocé, cela ressemble à un ferretro, un cercueil. Nous sommes en 1819 et l'ère du contrôle espagnol sur certaines parties de l'Amérique du Nord occidentale touche à sa fin. Les États-Unis, cherchant à s'étendre depuis la côte Est, avec des vagues de colons se dirigeant déjà vers l'Ouest, en direction du cœur américain. Certains commencent même à se disperser dans des régions du Texas, de la Californie et du Nouveau-Mexique, actuellement sous contrôle des autorités coloniales espagnoles. Peut-être pressentant une confrontation inévitable avec les forces américaines, ou souhaitant simplement se protéger contre les attaques de peuples autochtones hostiles, les forces espagnoles commencent à renforcer la défense autour des colonies les plus isolées de la région. L'une d'elles est la petite ville de Lambpac, située dans ce qui est aujourd'hui le comté de Santa Barbara, en Californie. Lambpac abritait une mission franciscaine et un petit nombre de colons espagnols, en plein milieu des terres appartenant au peuple autochtone Chumash, alors que l'objectif de la mission était de convertir les tribus locales au christianisme. Les relations entre les colons et les autochtones étaient souvent tendues. Ainsi, les soldats stationnés à la mission reçurent l'ordre de construire un nouveau dépôt de poudre sur les terres d'un ranch voisin. Sous la chaleur intense du soleil californien, la sueur coulant sur leurs visages, les hommes commencèrent à creuser la fosse. Au début, tout se passait bien, mais après avoir creusé plusieurs pieds de profondeur, la construction se heurta à un obstacle ennuyeux. Ils avaient atteint une épaisse couche de gravier dur. Ils étaient pressés par le temps
et ne pouvaient pas se permettre de recommencer ailleurs. Ils saisirent donc leurs pioches et leurs pelles et commencèrent la tâche pénible de briser le gravier, qui semblait compacté et durci depuis longtemps. Cela devait ressembler à briser du ciment friable. Après quelques heures, les soldats, maintenant trempés de sueur, parvinrent enfin à briser la couche. Mais au lieu de trouver plus d'argile ou de terre meuble, ils tombèrent sur quelque chose de choquant. Les soldats venaient de découvrir ce qui semblait être une sorte de sarcophage. Cela en soi était déjà étrange, du moins pour ces hommes peu familiers avec les enterrements rituels. Mais ce qui les frappa, c'est que cet objet était absolument énorme, facilement plus de 12 pieds de long. Et lorsqu'ils parvinrent à l'ouvrir, ils trouvèrent quelque chose d'encore plus incroyable. Les restes momifiés d'un homme dont la taille expliquait pourquoi le cercueil était si grand. Le squelette s'étendait d'un bout à l'autre de la boîte. Autour du corps se trouvaient divers objets, des haches en pierre, des lances, des coquillages sculptés et de fines plaques de roche vitrifiées gravées de symboles hiéroglyphiques étranges. En examinant le corps de plus près, les hommes remarquèrent autre chose d'inhabituel. La bouche semblait posséder 2 rangées de dents, en haut comme en bas. Ne sachant absolument pas quoi faire, les hommes arrêtèrent immédiatement le travail et rapportèrent leur découverte. Les Chumash locaux furent informés, car on espérait qu'ils puissent éclairer l'affaire. Après avoir amené quelques Chumash sur le site de fouilles, les soldats les conduisirent au bord de la fosse ouverte. En voyant le squelette géant et les objets, les autochtones devinrent visiblement bouleversés. Selon les Chumash, ce que les soldats espagnols avaient trouvé étaient les restes d'un membre d'une ancienne tribu disparue, appelée les Alijiwi. Les Chumash expliquèrent que les Alijiwi habitaient autrefois des terres beaucoup plus à l'est, autour des rivières Mississippi et Ohio. Des années de guerre contre d'autres tribus les avaient forcés à migrer vers le sud, puis vers l'ouest, jusqu'au sud de la Californie. Les Chumash avertirent également les Espagnols de l'importance religieuse de ces restes de géants. Par précaution et par respect pour les anciens Chumash, le clergé de la mission conseilla aux soldats de réenterrer les restes et de garder la découverte secrète. Après tout, la mission des prêtres était d'introduire les Chumash au christianisme et à la civilisation occidentale. La dernière chose dont ils avaient besoin était de les offenser en profanant quelque chose qu'ils considéraient sacré. Les soldats réenterrèrent rapidement le géant endormi et son sarcophage. Ils déplacèrent la construction du dépôt de poudre à un autre endroit du ranch, et toute l'histoire fut oubliée, du moins jusqu'en 1833, lorsqu'on pense que des documents relatant la découverte furent retrouvés par les autorités mexicaines. Le Mexique avait passé la décennie précédente en guerre pour son indépendance, chassant finalement l'Espagne d'Amérique du Nord et centrale au début des années 1820. On pense alors que le récit du squelette géant de Lampak fut découvert parmi les archives dispersées laissées par les militaires espagnols ou les clercs de la mission. Quoi qu'il en soit, la mention des Alijiwi par les Chumash n'est en rien unique à cette découverte. Comme l'indiquèrent les anciens Chumash, les Alijiwi ne faisaient pas seulement partie du folklore Chumash. Le nom Alijiwi et leur réputation redoutable apparaissent dans les traditions orales de nombreuses nations autochtones de toute l'Amérique du Nord. Selon les Delaware, les Iroquois, les Cherokees et les Algonquins, les Alijiwi régnaient autrefois sur les terres qui sont aujourd'hui les États-Unis de l'Est. On dit qu'autrefois, leurs villages fortifiés parsemaient les rives des rivières Mississippi et Ohio. Les Delaware appellent parfois la rivière Ohio Alijiwi-Hippo ou la rivière des Alijiwi. Ajoutant à leur crédibilité, les descriptions des Alijiwi sont cohérentes d'une culture à l'autre, tant dans leur apparence physique que dans leur comportement. Bien qu'ils ressemblent aux humains, ils sont décrits comme ayant une peau pâle, distincte, et des cheveux roux. Les Alijiwi étaient largement réputés pour être des gens gigantesques. Ils dominaient
les premiers hommes. Leur usage d'outils, de vêtements primitifs et de structures défensives montre qu'ils étaient sophistiqués et intelligents. Les Alijiwi étaient également réputés pour être violents, une société guerrière, et selon les récits des Delaware, ils n'étaient pas tendres envers les étrangers. En 1819, John Heckewelder, écrivain et missionnaire chrétien, ayant passé une grande partie de sa vie parmi les Amérindiens, publia un livre intitulé « History, Manners and Customs of the Indian Nations who once inhabited Pennsylvania and the neighboring states ». Bien que l'objectif principal de Heckewelder ait été d'aider à convertir les peuples indigènes au christianisme, il devint fasciné par leurs nombreuses histoires, mythes et légendes. L'une qui se démarqua vraiment pour lui était une histoire partagée par le peuple Lapp de la nation Delaware. Selon Esselder, les ancêtres des indigènes arrivèrent à l'Est seulement pour être confrontés à des gens gigantesques. Les Lemhi-Lapp, selon les traditions transmises par leurs ancêtres, résidaient il y a plusieurs centaines d'années dans un pays très éloigné, dans la partie occidentale du continent américain. Pour une raison que je ne trouve pas expliquée, ils décidèrent de migrer vers l'Est et se mirent en route ensemble en un seul groupe. Après un très long voyage et de nombreux campements nocturnes en chemin, ils arrivèrent finalement sur le Nehi, où ils rencontrèrent les Mangais, qui avaient également émigré d'un pays lointain et avaient atteint cette rivière un peu plus en amont. Les éclaireurs que les Lappais avaient envoyés en avant dans le but de reconnaître le terrain avaient bien avant leur arrivée découvert que le pays à l'est du Mississippi était habité par une nation très puissante qui avait de nombreuses grandes villes construites sur les grands fleuves qui traversèrent leur territoire. Ces gens-là, comme on me l'a dit, se nommaient eux-mêmes Taligou ou Taliwi. Le colonel John Gibson, cependant, un homme ayant une connaissance approfondie des Indiens et parlant plusieurs de leurs langues, pense qu'il ne s'appelait pas Taleiwi, mais Aléji. Beaucoup de choses merveilleuses sont racontées sur ce peuple célèbre. On dit qu'ils étaient remarquablement grands et robustes. Et une tradition affirme qu'il y avait parmi eux des géants, des gens d'une taille bien supérieure à celle des plus grands Lapp. Il est rapporté qu'ils avaient construit pour eux-mêmes des fortifications ou retranchements réguliers. Lorsque les Lapp arrivèrent sur les rives du Mississippi, ils envoyèrent un message aux Allegheny pour demander la permission de s'installer dans leur voisinage. Cela leur fut refusé, mais ils obtinrent l'autorisation de traverser le pays et de chercher une installation plus à l'est. Ils commencèrent donc à traverser le Nemsi-Sipu. Lorsque les Alijiwi, voyant que leur nombre était si grand, en fait ils comptaient plusieurs milliers, lancèrent une attaque furieuse contre ceux qui avaient traversé, les menaçant de destruction totale s'ils osaient persister à venir de leur côté de la rivière. Enflammés par la traîtrise de ces gens et par les grandes pertes qu'ils avaient en subies, et n'étant pas préparés à un conflit, les Lapp délibérèrent sur ce qu'il fallait faire, battre en retraite du mieux qu'ils pouvaient, ou essayer leur force et montrer à l'ennemi qu'ils n'étaient pas des lâches, mais des hommes. Les Mangais, qui jusqu'alors s'étaient contentés d'être spectateurs à distance, offrirent de se joindre à eux, à condition qu'après avoir conquis le pays, ils aient droit à une part du territoire. Leur proposition fut acceptée, et la résolution fut prise par les deux nations, vaincre ou mourir. Les Lapp et les Mangais déclarèrent la guerre aux Alijiwi, et de grandes batailles furent livrées dans lesquelles beaucoup de guerriers tombèrent des deux côtés. L'ennemi fortifia ces grandes villes et érigea des fortifications, spécialement sur les grands fleuves et près des lacs, où ils furent attaqués avec succès et parfois pris d'assaut par les Alliés. Un engagement eut lieu dans lequel des centaines tombèrent, qui furent ensuite enterrés dans des trous ou placés ensemble, en tas et recouverts de terre. Aucune pitié ne fut accordée, si bien que les Alijiwi, constatant enfin que leur destruction était inévitable s'ils persistaient dans leur obstination, abandonnèrent le pays aux conquérants et s'enfuirent vers le sud le long du Mississippi, d'où ils ne revinrent jamais.
Lorsqu'un homme comme John Heckwelder publie un livre, il y met son nom, sachant que ce livre pourrait devenir son héritage. Il ne semble pas raisonnable que Hesselder ait passé autant de sa vie à vivre parmi les peuples indigènes, à apprendre leur culture, leur histoire, et qu'ensuite il publie un livre intitulé History, Manners and Customs of the Indian Nations who once inhabited Pennsylvania and the neighboring states, et qu'il s'attende à ce que quiconque lise ce livre comme une œuvre de fiction. Donc voilà. Il y avait des géants vivant dans l'est des États-Unis. Mais en raison de leur violence territoriale, 2 tribus, les Lapps et les Menuei, décidèrent qu'ils en avaient assez. Ils prirent une page du livre de David et se dressèrent contre Goliath, chassant les géants de leur terre. Que cela soit croyable ou non, le concept des premiers hommes faisant la guerre à d'autres espèces préhumaines est quelque chose de scientifiquement vérifié. Quand les humains commencèrent à établir leur domination sur le monde il y a des milliers d'années, on pense qu'ils en vinrent aux mains avec une autre branche de l'évolution humaine, les Néandertaliens. Comme dans l'épopée entre les natifs américains et les géants, c'était un combat pour la survie. À travers une variété de facteurs, incluant la maladie et la guerre, les humains réussirent lentement à repousser les Néandertaliens de leur terre. Autant que nous le sachions, n'ayant jamais trouvé de spécimens vivants, c'est ce qui mena à l'extinction complète des Néandertaliens. Selon l'histoire des Lapps, les Alligays subirent la même expulsion. Réalisant qu'ils ne pouvaient pas défendre leur terre, ils se replièrent vers le sud le long du Mississippi. Et si c'était le cas, l'une des tribus indigènes qu'ils étaient destinés à rencontrer en se déplaçant vers le sud était le peuple Chalkau. Cela soulève la question. La légende et l'histoire orale des Chalkau parlent-elles aussi de géants? Oui, les géants sont intégrés dans leur propre récit de la création. Cependant, ils ne se réfèrent pas à ces géants en tant qu'Alig. Horatio Bardwell Cushman écrivit sur le sujet dans son livre de 1899, History of the Chalkau, Chickasaw and Natchez Indians. La tradition des Chackaws parlait d'une race de géants qui habitaient autrefois l'actuel État du Tennessee et contre laquelle leurs ancêtres se battirent lorsqu'ils arrivèrent au Mississippi lors de leur migration depuis l'Ouest. Leur tradition dit que la race Nulo de géants avait une stature merveilleuse. Cushman déclara que Nahulo en vint à être utilisé pour décrire tous les hommes blancs. Mais à l'origine, le terme se référait spécifiquement à une race blanche géante avec laquelle les Chalkau entrèrent en contact lorsqu'ils traversèrent, pour la première fois, le Mississippi. On disait que les Nulo étaient des cannibales. Une partie de l'inspiration de l'écriture d'Horatio sur ces légendes vient d'une histoire fascinante racontée par les Chalkau à propos de leurs ancêtres, le peuple Oakla. La légende Chalkau dit que les premiers de leur peuple émergèrent des cavernes sombres de Nanya, un ancien monticule de terre situé dans le sud-est du Mississippi. Mais ce n'est qu'une partie d'une histoire bien plus vaste. Dans un numéro d'août 1980 du journal officiel de la nation Chalkau, Vichnik, l'écrivain Len Green, publia une série en 10 parties intitulée Origins of the Chalkau People Retold from Old Legends. Ce segment, simplement intitulé La Grande Guerre, raconte l'histoire de la manière dont les ancêtres des Chalkau furent forcés de se réfugier sous terre. Il y a longtemps, possiblement durant la période du Middle Woodland, entre 300 et 600 après J.C., le territoire à l'est du Mississippi était connu sous le nom d'Oakla. Pour le peuple Oakla, cet endroit était un paradis. Le sol fertile autour de Nanya permettait aux Oakla de cultiver et récolter de grandes quantités de nourriture, remplissant leurs réserves de maïs, haricots, pois, courges et melons. De même, les arbres et buissons leur fournissaient une grande variété de fruits, noix et baies. Le gibier ne manquait jamais et les chasseurs revenaient rarement bredouilles. Malgré le fait que certaines équipes de chasse s'aventuraient parfois sur des terres contrôlées par d'autres tribus, provoquant de petits affrontements, le peuple Oakla profitait d'une période de paix
et de prospérité ininterrompue. C'était jusqu'à ce qu'un mystérieux étranger pénètre un jour sur leur territoire avec un avertissement urgent. L'homme, qui s'appelait Openla, prétendait être un messager du tout-puissant Père Soleil. Il dit aux Oakla qu'une race de géants à la peau blanche descendrait bientôt sur leur terre depuis le nord. Il expliqua frénétiquement à quiconque voulait l'entendre qu'ils devaient se préparer au danger imminent. Mais les Oakla se moquèrent des divagations de cet étrange homme. Ils réalisèrent bientôt que cet homme n'était pas un lunatique. La nouvelle arriva de quelques petits villages en périphérie du territoire Oakla, affirmant avoir été visités par plusieurs immenses êtres pâles. En raison de leur taille colossale, les Oakla les appelèrent les Naulo. À cette époque de l'histoire des Sholkauv, Naulo signifiait simplement « géant », mais il est depuis devenu un terme générique désignant les hommes blancs dans la langue Sholkauv. Bien que les géants se soient montrés pacifiques lors de leur visite, leur simple présence suffit à effrayer les membres de la hiérarchie Oakla, qui envoyèrent rapidement des bandes de guerriers pour traquer les envahisseurs. Alors que ces hommes partaient dans la campagne, Heinlau fut amené devant le conseil des chefs, alors que la préoccupation principale du conseil était de protéger leur peuple. Ils étaient également déterminés à défendre leur terre sacrée. Mais Opaina leur dit qu'il n'y avait aucun espoir de gagner un combat direct contre les Naulu. Les géants étaient tout simplement trop puissants. La meilleure chance de survie des Oaklas était de rassembler toutes les provisions possibles et de se cacher. Lorsqu'on lui demanda où il pourrait trouver refuge, Opan conduisit les chefs vers la rivière, qui coulait derrière Naniwaya. C'est là qu'il leur montra une entrée dissimulée, menant à un vaste réseau de cavernes, s'enfonçant profondément sous le mont sacré et traversé par des cours d'eau fraîche. Se tournant vers les chefs, Opainas dit « Nous devons apporter dans cette caverne tout le maïs que nous pouvons rassembler, toutes les noix, tous les porcs et toutes les autres denrées que nous pouvons stocker. Nous pouvons aussi manger les champignons blancs et gris qui poussent dans ces cavernes, mais nous ne devons pas toucher aux champignons noirs, car ils sont remplis d'un poison terrible. » Bien que certains chefs aient voulu attendre le retour des groupes de reconnaissance pour obtenir plus d'informations, Haina insista sur le fait qu'ils devaient commencer les préparatifs immédiatement. Une fois l'invasion lancée, dit-il, il serait déjà trop tard, et ainsi la décision fut prise. Les chefs mobilisèrent leur peuple et se préparèrent à se réfugier sous terre. Leur décision ne survint pas une seconde trop tôt. À l'automne de cette année-là, les Naulo frappèrent de plein fouet. Les Naulo déferlèrent sur le territoire Oakla depuis le nord, tuant et brûlant tout ce qui se trouvait sur leur passage. Lorsque les éclaireurs revinrent, ce qu'il en restait du moins, les scènes qu'ils décrivirent étaient sinistres. Nos flèches et nos javelots ne faisaient que percer leur peau, juste assez profondément pour les mettre en colère, rapportèrent les guerriers. Avec leurs énormes massues et haches, ils nous dispersèrent comme une rafale de feuilles sèches, emportées par un vent violent. Le sol devint si glissant de notre sang et de nos entrailles échappées que nous pouvions à peine tenir debout pour nous battre, et les rivières et ruisseaux coulèrent rouges du sang des Oakla. Heureusement, à ce moment-là, les cavernes étaient presque entièrement remplies de toutes les provisions et ressources que les Oakla avaient pu rassembler. Pour les nombreux chefs qui voulaient rester et se battre pour leur terre natale, la décision de l'abandonner ne fut pas facile, mais la vie de leur peuple valait plus que leur orgueil, et ainsi les Oakla quittèrent la surface et partirent vivre sous terre. Les Oakla restèrent cachés sous terre pendant un certain temps. Finalement, leurs réserves initiales commencèrent à s'épuiser. Ils devraient quitter la caverne à l'occasion. Seuls quelques-uns s'y aventurèrent, et seulement la nuit, pour chasser, pêcher ou récolter ce qu'ils pouvaient. Mais même lorsqu'ils chassaient le gibier, les Oakla étaient constamment traqués par les Naulo. Les jours devinrent des semaines,
Les semaines devinrent des mois, et bientôt ils passèrent des années cachés. Ils survivaient, oui, mais ce n'était pas une vie. Ils étaient sous terre depuis si longtemps que les jeunes générations n'avaient jamais vu le soleil ni senti sa chaleur. Mais un jour, un jeune homme rebelle se leva, déterminé à changer les choses. Alors, que propose ce chef de guerre? Depuis des années, notre peuple vit comme des animaux. Nos enfants ne connaissent que l'obscurité et la peur, et c'est tout ce qu'ils connaîtront jamais, à moins que nous ne ripostions. Riposter? Garçon, nos haches ne peuvent pas tuer les Nahulots. Nos jambes sont trop courtes pour courir assez loin afin qu'ils meurent d'épuisement. Comment peux-tu être un chef de guerre alors qu'il n'existe aucun moyen de les combattre? Et c'est exactement ce genre de pensée qui a condamné notre peuple pendant des générations. 3 ans. Dans 3 ans, je me tiendrai devant vous avec un moyen de faire ce qu'aucun d'entre vous n'a osé faire. Oh, et quoi donc? Reprendre ce qui nous appartient de droit. Ce jeune Wakla se tint devant le conseil des chefs et déclara que son nom serait désormais Palitati, ou chef de guerre. Il plaida passionnément devant les chefs, disant qu'il était temps de se lever contre les Nahulots et de reprendre la surface. À ces mots, le conseil éclata de rire. Mais Pelishiati resta déterminé. Dans 3 ans, dit-il, il reviendrait devant le conseil avec un plan pour combattre les géants. Fidèle à sa promesse, Polygithi revint devant les chefs 3 ans plus tard, toujours aussi obstiné. Cette fois, il leur présenta une arme nouvellement développée. C'était une petite fléchette contenant un poison mortel, extrait des champignons noirs des cavernes. Un porc fut amené, et Pelishiati fit une démonstration en chargeant la fléchette dans un sarbacane et en la tirant dans le flanc de l'animal. Les chefs restaient sceptiques. Certains pouvaient à peine s'empêcher de rire. 3 ans, et voici sa grande stratégie pour vaincre les géants. Une minuscule fléchette. Comment pourrait-elle contenir suffisamment de poison pour tuer un porc, sans parler d'un Nahulot adulte? Leurs protestations furent réduites au silence lorsque le porc s'effondra soudain au sol, convulsa, puis cessa de bouger. Politicoti se tourna vers le conseil et dit qu'il avait déjà testé le poison sur les Nahulots, s'étant glissé dehors une nuit pour frapper 2 géants avec les fléchettes. Ces 2 cibles étaient mortes en quelques minutes, et tout à coup, leurs nombreuses années de clandestinité et de peur étaient terminées. Les Oakla étaient prêts pour la guerre, armés de sarbacanes et de leurs nouvelles fléchettes empoisonnées. Les guerriers Oakla émergèrent de leurs cavernes en pleine nuit et partirent à travers la campagne pour traquer les Nahulots. Endormis dans leur campement, les géants ne se doutaient de rien, prenant les petites piqûres pour des morsures d'insectes, jusqu'à ce que les autres se réveillent et trouvent des dizaines de leurs compagnons morts. Les Nahulots pensèrent qu'ils étaient victimes d'une sorte d'insecte venimeux. Espérant éviter d'être piqués, les survivants déplacèrent rapidement leur campement loin du mont Naniwa, où les Oakla étaient cachés. Les guerriers Oakla ne relâchèrent pas leurs efforts. Ils continuèrent d'attaquer nuit après nuit jusqu'à ce que les Nahulots fuient complètement la région. C'est ici que commence la version la plus courante du récit de création des Chalkao, leurs ancêtres Oakla, après des années de guerre et de ténèbres, émergèrent des cavernes sous Naniwa pour reprendre leurs terres et bâtir un nouvel avenir. Chassés d'Okla, les Nahulots disparurent alors de l'histoire Chalkao. Mais comme les Aligiwi, il est possible que les survivants se soient déplacés ailleurs. Selon des récits racontés par les peuples Paiutes, ces géants, bien que désormais réduits à une petite poignée de survivants, incapables de retourner vers le nord, auraient quitté l'est et se seraient dirigés vers les déserts et la côte ouest, nés en 1844 près du lac Humboldt, dans ce qui est maintenant le Nevada. Sarah Winamaka Hopkins était écrivaine, militante, enseignante, conférencière et fière membre du peuple Paiute du Nord.
Alors que le monde dans lequel elle grandissait devenait de plus en plus dominé par les colons américains et européens, elle resta attachée à son héritage autochtone et chercha à instruire les Américains sur l'histoire et les croyances de son peuple. En 1882, Sarah publia un livre intitulé « Life Among the Paiutes, Their Wrongs and Claims ». Dans le chapitre 4, elle raconte une histoire, transmise depuis longtemps par l'histoire orale des Paiutes. Selon ce récit, incroyable, les Paiutes auraient mené une guerre d'anéantissement total contre une tribu de barbares à la peau pâle et aux cheveux rouges, qui firent leur dernier combat dans un endroit appelé Lovelock Cave, un lieu réel au Nevada. La description de cette tribu présente plusieurs similitudes remarquables avec les Aligiwi et les Nahulo. Ces géants barbares étaient également réputés pour être des cannibales. Parmi les traditions de notre peuple se trouve celle d'une petite tribu de barbares qui vivait autrefois le long de la rivière Humboldt. C'était il y a de très nombreuses années. Ils guettaient mon peuple, les tuaient et les mangeaient. Ils creusaient de grands trous sur nos chemins la nuit. Et si quelqu'un de notre peuple voyageait la nuit, ce qu'ils faisaient, car ils avaient peur de ces barbares, ils tombaient souvent dans ces trous. Cette tribu mangeait même ses propres morts. Oui, ils venaient même déterrer les nôtres après leur enterrement et les emportaient pour les manger. De temps en temps, ils venaient de faire la guerre à mon peuple. Ils se battaient, et à mesure qu'ils tombaient de part et d'autre, les femmes emportaient les corps. Mon peuple dit qu'ils étaient très courageux. Lorsqu'ils combattaient, ils sautaient en l'air pour attraper les flèches qui passaient au-dessus de leur tête et tiraient les mêmes flèches en retour. Mon peuple en a accueilli certains dans leur famille, mais ils n'ont pas réussi à les rendre semblables à eux-mêmes. Alors, finalement, ils leur ont fait la guerre. Cette guerre dura longtemps. Leur nombre était d'environ 2600. La guerre dura environ 3 ans. Mon peuple les tua en grand nombre et les quelques survivants se réfugièrent dans les broussailles épaisses. C'était un endroit des plus horribles, car mon peuple surveillait l'entrée de la grotte et les tuait lorsqu'ils en sortaient pour aller chercher de l'eau. Mon peuple leur demandait s'ils accepteraient d'être comme nous et de ne pas manger les gens comme des coyotes ou des bêtes. Ils parlaient la même langue, mais ils ne voulaient rien céder. Finalement, mon peuple était fatigué et se mit au travail. Ils rassemblèrent du bois et commencèrent à combler l'entrée de la grotte. Alors ces pauvres insensés commencèrent à tirer le bois vers l'intérieur jusqu'à ce que la grotte en soit remplie. Finalement, mon peuple y mit le feu. En même temps, ils leur crièrent « Allez-vous abandonner et être comme des hommes et ne pas manger des gens comme des bêtes? Dites-le vite, nous éteindrons le feu. » Aucune réponse ne leur parvint. Mon peuple disait qu'il pensait que la grotte devait être très profonde ou s'enfoncer loin dans la montagne. Ils ne l'avaient jamais vue, ni même su qu'elle existait jusque-là. Ils leur crièrent aussi fort qu'ils purent. « Allez-vous abandonner? Dites-le, sinon vous mourrez tous. » Mais aucune réponse ne vint. Alors ils quittèrent tous les lieux. 10 jours plus tard, certains retournèrent voir si le feu s'était éteint. Ils revinrent auprès de mon arrière-arrière-arrière-grand-père et lui dirent qu'ils devaient tous être morts. Il y avait une odeur horrible. Cette tribu était appelée les mangeurs d'hommes. Et après que mon peuple les eut tous tués, les gens autour de nous appelèrent Sedokara. Cela signifie conquérant. Cela signifie aussi ennemi. Je ne sais pas comment nous avons reçu le nom de Paiute. Ce n'est pas un mot indien. Je pense qu'il est mal interprété. Parfois, on nous appelle les mangeurs de pignons, car nous sommes la seule tribu à vivre dans les contrées où poussent les pignons de pin. Mon peuple dit que la tribu que nous avons exterminée avait les cheveux rougeâtres. J'en possède encore quelques mèches, transmises de père en fils. J'ai une robe qui est dans notre famille depuis de très nombreuses années, ornée de ces cheveux rougeâtres. Je compte la porter un jour, lorsque je donnerai une conférence. On l'appelle la robe du matin, et personne n'en possède une semblable, sauf ma famille. Des récits de géants vivants et se battant pour leur territoire dans le Midwest
sont rapportés par d'autres tribus, notamment les Comanches, une tribu des Grandes Plaines. Le chef Rolling Thunder des Comanches donna le récit suivant sur une ancienne race de géants blancs, en 1857. Il y a d'innombrables lunes, une race d'hommes blancs, hauts de 10 pieds et bien plus riches et puissants que n'importe quel peuple blanc vivant aujourd'hui, habitaient une vaste étendue de terre, s'étendant du lever au coucher du soleil. Leurs fortifications couronnaient les sommets des montagnes, protégeant leurs villes populeuses situées dans les vallées intermédiaires. Ils surpassaient toutes les autres nations, passées ou présentes, dans toutes sortes d'arts artisanaux ingénieux, étaient braves et belliqueux, régnant sur la terre qu'ils avaient arrachée à ses anciens possesseurs d'une main ferme et hautaine. Comparés à ceux, les visages pâles d'aujourd'hui étaient des pygmées, tant en art qu'en armes. Le chef expliqua que lorsque cette race de géants oublia la justice et la miséricorde et devint trop orgueilleuse, le grand esprit l'anéantit, et tout ce qu'il resta de leur société furent les monticules visibles sur les plateaux. Ce récit fut documenté par le docteur Donald Panther Yates, chercheur et auteur de livres sur l'histoire des Amérindiens. Yates écrit également sur le peuple Starakei de la légende Navajo, décrit comme une race royale de géants blancs, dotés d'une technologie minière qui dominait l'Ouest, réduisant en esclavage les tribus inférieures, et possédèrent des bastions dans toute l'Amérique. Ils furent soit exterminés, soit retournèrent dans les cieux. À peu près à la même époque, en 1864, le journaliste Pedro Deza de León écrivit dans la Chronicle of Peru au sujet de géants légendaires décrits par les indigènes Manta. Il existe cependant des récits concernant des géants au Pérou qui auraient débarqué sur la côte au point de Santa Elena. Les indigènes relatent la tradition suivante, reçue de leurs ancêtres depuis des temps très reculés. Ils arrivèrent sur la côte dans des bateaux faits de roseaux, aussi grands que de grands navires. Un groupe d'hommes d'une taille telle que, du genou vers le bas, leur hauteur équivalait à la taille entière d'un homme ordinaire, même grand. Leurs membres étaient proportionnés à l'énormité difforme de leur corps, et il était monstrueux de voir leurs têtes avec leurs cheveux tombant jusqu'aux épaules. Leurs yeux étaient aussi grands que de petites assiettes. De León dit que les habitudes sexuelles de ces géants étaient répugnantes pour les indigènes, et que le ciel finit par anéantir ces géants à cause de ces pratiques. Bien que cela ne soit que spéculation, l'existence de ces légendes chez les premières tribus, dont les territoires s'étendèrent de l'Est jusqu'à l'Ouest de ce qui est aujourd'hui les États-Unis, semble tracer un tableau. S'il existait une preuve concrète de l'existence des géants, cette chronologie apparente, les géants repoussés vers l'Ouest, bataille après bataille, et tués en chemin, pourrait expliquer raisonnablement le déclin de la population de géants en Amérique du Nord. Dans le récit impliquant le peuple Paiute, il est intéressant de noter que Sarah Winnemucca n'a jamais appelé cette tribu cannibale des géants, mais seulement des barbares. Une seule mention fait allusion à leur capacité à attraper des flèches au-dessus de leur tête, ce qui peut suggérer leur grande taille, mais la seule description concrète donnée par Hopkins parle de leur peau blanche, de leurs cheveux rouges et de leur tendance cannibale violente. Ce qui distingue l'histoire des Paiutes de celle des Chumash, des Leip Delaware, des Chalkau et des autres, c'est qu'il existe réellement quelques preuves qu'une tribu cannibale ait pu habiter la grotte de Lovelock. Lors des fouilles du site en 1912, des mineurs mirent au jour des milliers d'artefacts anciens. Parmi eux, outils en pierre, filets de pêche, textiles, paniers et même plusieurs leurres de canard utilisés pour la chasse. Les mineurs laissèrent ces objets en tas, avant de contacter l'Université de Californie. L'anthropologue Llewellyn Loud se rendit sur place pour enquêter. Apparemment, des os humains furent aussi découvertes plus tard, lors de fouilles archéologiques, certains semblant avoir été fendus pour en extraire la moelle. Même des restes de cheveux humains furent trouvés, et ils étaient rouges. Bien que la découverte de cheveux rouges soit contestée au motif que les cheveux noirs peuvent rougir avec le temps,
Il est généralement admis que la fouille de Lovelock n'a pas été menée correctement et certainement pas selon les normes modernes. Mais certains partisans de la théorie des géants CTK affirment que les chercheurs ont délibérément dissimulé toute dépouille de géants trouvée là-bas. Bien sûr, la vérité derrière ces récits incroyables restera probablement enveloppée de mystère. La preuve est essentielle pour établir la crédibilité de quoi que ce soit. Prenons les dinosaures, par exemple. Nous n'aurions jamais cru à leur existence avant de trouver leurs os. Mais même lorsque William Buckland découvrit les os fossilisés du Megalosaurus en 1824, il n'était pas le premier à en trouver. Ils avaient été mis au jour pendant des siècles, mais personne ne savait ce que c'était, croyant qu'il s'agissait d'os d'éléphant. L'idée de grands reptiles éteints était trop radicale. Les dinosaures ne devinrent populaires qu'une trentaine d'années après la découverte de Buckland, lorsque le Megalosaurus fut exposé avec 2 autres modèles au Crystal Palace de Londres en 1854. Ainsi, peut-être que, comme pour le Megalosaurus, des preuves de géants ont bel et bien été trouvées et rapportées par la presse, mais qu'à l'époque cela n'intéressait pas ou ne surprenait personne. Et avec le temps, l'idée de géants disparut dans l'oubli, devenant un mythe. Mais si les géants sont des mythes, pourquoi trouvons-nous des histoires comme celle-ci dans des journaux américains? Le 9 juillet 1908, à San Francisco, Californie, l'édition dominicale du The Call, journal réputé et très lu, affichait une première page intrigante. On pouvait y lire la météo du jour, vent clair du sud-ouest, température maximale 62, minimale 52. Ou encore, il y a M. William Woody de Cottonwood qui s'est accidentellement tiré à travers la main gauche et a touché Mme Henry Bibb qui se tenait à côté de lui alors qu'il nettoyait son revolver lors de la réunion des anciens soldats, près de Whitmore. Il y a une mise à jour concernant la montée de l'anarchie au Salvador. Les révolutionnaires venaient juste de capturer la ville de Gracias. Et coincé entre ces histoires quotidiennes, se trouve quelque chose d'un peu accrocheur. Une histoire intitulée « Découverte des squelettes de 14 Indiens préhistoriques ». Les restes d'une race de géants sont trouvés près de la plage de Santa Monica. Dépêche spéciale. Au Call, Los Angeles, 8 juillet. 14 squelettes d'Indiens géants, supposés avoir parcouru cette région il y a des siècles, viennent d'être extraits des sables de la plage du ranch Malibu, juste au nord de Santa Monica. Le plus petit squelette indique une taille de 7 pieds, tandis que plusieurs des Indiens devaient mesurer au moins 8 pieds. La découverte a été faite par 3 hommes de Santa Monica, campant à l'embouchure du canyon de Malibu. Les crânes, dents et os sont dans un excellent état de conservation. De nombreuses reliques d'une race éteinte ont été trouvées dans la même localité, mais jamais auparavant on n'avait mis au jour des squelettes d'une telle taille. Un peu plus d'une semaine plus tard, la même histoire fut publiée à nouveau dans un autre journal réputé. Le nom vous dira peut-être quelque chose, le Lambpac Journal. En première page de l'édition du samedi 18 juillet 1908, juste au-dessus d'une brève au sujet des nouvelles lois concernant les chemins de fer et la sécurité du transport du bois, et d'une histoire atroce sur un homme du gouvernement respecté ayant tué sa fille de 3 ans, et lui-même dans un accès de folie, se trouve un article intitulé « Découverte d'os de géants ». Santa Monica, ce que l'on pense être le lieu d'enterrement de la race de géants qui habitait ces rivages avant la découverte de la Californie par Cababrillo, a été trouvé la semaine dernière par des campeurs sur la plage du ranch Malibu. Là où ils campaient, le groupe a remarqué un crâne dépassant de la berge inclinée de sable et de gravier de l'océan. En creusant quelques minutes, ils ont déterré 14 autres crânes et un certain nombre de squelettes complets, tous mesurant plus de 7 pieds et plusieurs dépassant les 8 pieds. Une grande collection de lourds mortiers en pierre, de pilons, d'ustensiles de divers types et de pointes de flèches fut également déterrée à proximité. Imaginez une histoire comme celle-ci, aujourd'hui, écrasée dans une petite section de la première page de votre journal quotidien, sans même en être le titre principal.
De toute évidence, il s'agissait davantage d'un article d'intérêt archéologique, plutôt que de quelque chose que quiconque aurait trouvé choquant. Alors peut-être qu'à une époque pas si lointaine, l'existence de géants ne semblait pas si invraisemblable. Et malgré ce qu'indiquait le premier article, cette découverte sur les plages de Santa Monica, en Californie, n'est pas unique. Première page du Butler County Democrat, une décennie plus tôt, le 19 janvier 1899, à Hamilton, Ohio. L'histoire intitulée « Description complète du squelette trouvé à Miamisburg ». Un squelette mesurant 8 pieds et 1,5 pouces fut découvert, enterré, en position assise, le crâne reposant entre les genoux. Il fut mis au jour, dans la vallée de Miami, par 2 hommes, une zone où il était apparemment courant de trouver des reliques de ce que l'article appelle les constructeurs de monticules. L'article détaille les comparaisons anthropologiques effectuées entre ce grand squelette fossilisé et le Pithecanthropus erectus, découvert par le docteur Dubois à Java. Puis, en page 3 du journal d'Arizona du Nord, The Prescott Journal Minor, publié le 11 février 1913, quelques années après la découverte de Santa Monica Beach, ancien cimetière mis au jour. Les squelettes découverts indiquent qu'une race de géants vivait autrefois sur les rives de Sycamore Creek. Un autre squelette de 8 pieds fut découvert, cette fois par M. Corbin de Sycamore Creek. L'histoire fait également référence à la découverte d'un second squelette massif par un homme nommé Peter Marks à Walnut Creek quelques mois auparavant. Il existe même une découverte beaucoup plus récente qui a fait les gros titres. Peut-être est-elle passée inaperçue pendant le pic de la pandémie de Covid, ou simplement parce que la plupart des gens ne s'intéressent pas à l'existence de géants. Mais en janvier 2022, un nouvel article fut publié par un magazine archéologique et circula rapidement en ligne. Des squelettes géants de 7 à 8 pieds, découverts en Équateur, envoyés pour analyse scientifique. Il semble que les entretiens de Pedro Deza de León avec le peuple Montaïl, il y a 160 ans, trouvent maintenant une certaine validation. L'article explique que l'archéologue britannique Russell Deant et son équipe analysent depuis 3 ans des restes squelettiques découverts en Équateur et au Pérou. Ces os, datant des XIVe et XVe siècles, appartenaient à des individus mesurant étonnamment entre 7 et 8 pieds. La recherche financée par la Freie Université de Berlin vise à déterminer si ces découvertes confirment la vieille croyance en une race de personnes exceptionnellement grandes ayant autrefois parcouru cette région de l'Amazonie. L'équipe avance avec une prudence extrême. Comme l'a déclaré Demen, bien que j'ai travaillé pour la Freie Universität pendant de nombreuses années, j'avais peur qu'il ne finance pas quelqu'un cherchant des géants. Et même des scientifiques pourraient trouver cela un peu tiré par les cheveux, surtout les chercheurs extérieurs. Compte tenu de la nature sensationnelle de tout cela, nous devons être extrêmement prudents dans notre enquête, car elle sera accueillie avec beaucoup de méfiance. Ce qui rend ces découvertes encore plus intrigantes, c'est l'état remarquable de santé des squelettes, qui ne présentent aucun signe des anomalies typiquement associées au gigantisme. Au contraire, ils montrent des articulations saines et une grande capacité pulmonaire. Cela suggère que leur taille était peut-être une caractéristique naturelle de leur population, plutôt qu'une condition médicale. Le site de découverte révèle également des pratiques funéraires, ornées qui ont contribué à préserver ces restes uniques. Cela fait maintenant 3 ans. Alors que l'équipe de Demen poursuit son travail méticuleux, y compris l'analyse ADN, le monde attend de voir si ces géants anciens réécriront notre compréhension de l'histoire humaine dans les jungles amazoniennes et au-delà, faisant passer ces légendes antiques dans le domaine des faits scientifiques. Merci de votre écoute. Merci de regarder, de vous abonner, de commenter. Que Dieu soit avec chacun d'entre vous, quoi que vous traversiez. Et je vous retrouverai dans le prochain épisode.